L'écologie industrielle est une expression qui intrigue, qui retient l'attention, parce qu'on dirait que c'est une contradiction dans les termes, un oxymore, comme on dit. En fait, ça a une signification assez précise. Ici, l'écologie renvoie véritablement à l'écologie scientifique. Donc c'est la science qui étudie la dynamique d'évolution des systèmes vivants sur Terre. C'est une approche donc très large. Ensuite, le mot industriel, en général, est encore plus mal compris, parce qu'en français moderne, industriel, souvent d'abord, c'est une connotation négative. Et puis par ailleurs, industriel, aujourd'hui, en général, on l'entend au sens du secteur manufacturier, du secteur secondaire. Ici, industriel a le sens qu'il avait en ancien français, qu'on entend encore dans un mot comme industrieux, qu'il a aujourd'hui toujours en anglais américain surtout, industrial. Industriel ici, ça désigne la totalité des activités humaines dans le cadre du système économique qu'on appelle industriel. Donc, l'écologie industrielle considère à la lumière de l'écologie scientifique, donc la dynamique des écosystèmes, considère l'ensemble du système économique industriel. Et ça inclut l'agriculture, ça inclut les transports, les télécommunications, les loisirs, les soins de santé, évidemment aussi les activités industrielles au sens étroit du terme, mais pas seulement, ça inclut vraiment toutes les activités qui ont lieu dans le cadre de la société industrielle telle qu'elle émerge depuis 2 ans. Or, ce système industriel, il se caractérise par au moins un élément, c'est peut-être l'élément crucial, et qui a un lien direct avec les transports. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'humanité vit dans l'abondance énergétique. Si on prend un peu de recul, de distance, puis qu'on regarde ce que l'humanité a inventé comme système économique depuis les 20 000 ou 30 000 dernières années, l'humanité a inventé des dizaines et des dizaines de systèmes économiques, souvent très sophistiqués, qui souvent ont duré très longtemps, des milliers d'années. Pensez à l'ancienne économie chinoise, l'ancienne économie aztèque, l'ancienne économie maya, l'ancienne économie indienne. C'est des économies qui avaient un niveau, et des civilisations qui avaient un niveau de développement extrêmement élevé, qui avaient développé des technologies aussi tout à fait sophistiquées, pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais des technologies sophistiquées, qu'il s'agisse de techniques d'irrigation en agriculture, qu'il s'agisse même de métallurgie dans une certaine mesure, évidemment de maîtrise de l'eau, maîtrise du vent. Mais cela dit, même en comparaison avec tous ces systèmes économiques dont certains ont duré des milliers d'années, il y a un système économique qui est vraiment différent des autres. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on appelle le système industriel qui émerge, qui prend forme à partir de la fin du XVIIIe siècle. Même si les historiens montrent bien qu'on a beaucoup d'exemples de proto-industrialisation depuis bien avant, mais vers la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, il y a vraiment une discontinuité qui est le début du processus historique d'industrialisation, ce qu'on a appelé bien plus tard la révolution industrielle. Et s'il y a vraiment un élément essentiel à ça, c'est le fait que pour la première fois, l'humanité vit dans une abondance énergétique totalement inédite. C'est lié à notamment une avancée technique très spécifique, qui est la mise au point de machines à vapeur à haute pression. Parce que la machine à vapeur, elle existait depuis longtemps, elle n'était pas du tout fiable, elle générait peu de force mécanique parce qu'elle était à basse pression. Il fallait disposer de la métallurgie suffisante pour avoir des réservoirs qui résistaient à de la vapeur à haute pression, ce qu'a fait Watt et quelques-uns de ses contemporains. Et du coup, ça a rendu une chose possible de manière très spécifique, ça a permis de pomper à grande échelle l'eau dans les mines pour la première fois. Donc du coup, on a eu accès à des ressources minières auxquelles on n'avait justement pas accès avant, même si depuis des millénaires, l'humanité savait faire de l'extraction minière. Donc du coup, il a été possible d'extraire des quantités tout à fait inédites de charbon qui elles-mêmes ont permis de faire d'autant plus de machines à vapeur, ce qui a permis de générer une sidérurgie moderne. Et évidemment, concomitant à ça, ça a permis de faire exploser le transport de marchandises et de personnes. Mais c'est vraiment grâce au fait que pour la première fois, l'humanité
peut faire autre chose que de chercher de l'énergie, parce qu'elle a un différentiel au sens où l'énergie qu'il faut dépenser dans notre système économique pour obtenir de l'énergie est extrêmement faible. Donc vous devez investir une certaine quantité d'énergie pour obtenir du charbon ou du pétrole, mais avec les techniques modernes qu'on a développées depuis 2 siècles, pour cet effort-là, vous obtenez beaucoup, des grandes quantités d'énergie. Évidemment, c'est ça qui a rendu possible toute une série de choses. Par exemple, l'extraction à grande échelle du phosphore minéral, ce qui a fait sauter le verrou qui inquiétait tellement Malthus et ses contemporains, ça a permis de faire sauter le verrou de la productivité agricole. Ça a aussi permis, grâce au gaz et à d'autres combustibles fossiles, de capter l'azote de l'air et de faire les engrais azotés. Et évidemment, ça a rendu possible les transports à une échelle qui était tout à fait inédite avant, parce qu'on dispose aujourd'hui de l'énergie mécanique en suffisance pour pouvoir fabriquer, extraire, transporter dans des quantités qui étaient tout à fait inimaginables jusque-là. Le cas extrême étant évidemment la capacité d'envoyer des objets et des humains dans l'espace. Ça, c'est vraiment, par exemple, une capacité de transport qui était simplement inimaginable avant le système industriel et qui est extrêmement récente, puisque c'est 1957, le premier envoi. Donc la première fois qu'on a réussi à propulser quelque chose à plus de 10 km/s pour échapper à la gravité terrestre. Donc l'écologie industrielle est une approche qui ne juge pas si le système est bon ou mauvais, c'est une approche qui cherche à comprendre comment fonctionne ce système économique très particulier, et notamment comment fonctionne son soubassement énergétique et matériel, quels sont les flux de matière et quels sont les flux d'énergie. Et dans un deuxième temps, c'est une approche qui évidemment cherche à faire évoluer ce système industriel à la lumière de ce que nous connaissons du fonctionnement des écosystèmes, qu'on appelle naturels entre guillemets, l'idée étant de rendre autant que possible le système industriel compatible avec le fonctionnement des écosystèmes, ce qui, comme on le sait aujourd'hui, est souvent pas le cas. Donc voilà ce que c'est que l'écologie industrielle résumée en quelques minutes. Le pétrole, qui est de nouveau une énergie connue depuis l'Antiquité, du reste son nom, on l'indique bien, l'huile de pierre, on a vraiment découvert son potentiel beaucoup plus tardivement, puisque c'était durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors il y a des craintes qu'on commence à manquer de pétrole. Il y a en fait assez peu de chances que ça se passe comme ça, parce qu'on est dans un cas typique où le facteur limitant, ça n'est pas la quantité absolue d'une ressource, et tout d'un coup il n'y en aurait plus, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, il est double en fait. Il est d'une part les conséquences environnementales de l'utilisation de la ressource. Alors, ce qui est le plus grave aujourd'hui, on l'oublie, c'est le fait que, comme les moteurs ne sont pas efficaces à 100%, ils ont une combustion imparfaite et ça génère toute une série de polluants atmosphériques qui, tout simplement, sont toxiques et abîment la santé, notamment les systèmes respiratoires de la population. Et c'est le responsable principal du smog photochimique, par exemple, puisque les molécules émises par la combustion imparfaite des moteurs réagissent avec le rayonnement solaire, et ça fait toute une série de composés toxiques qui vraiment peuvent être traduits en termes de maladies, de pertes de vie humaine, y compris dans des pays comme la Suisse. Donc ça, c'est la pollution atmosphérique directe due à la combustion imparfaite du pétrole. Par ailleurs, il y a la question du CO2, qui lui n'est pas un polluant, mais en revanche est un gaz à effet de serre, et on sait qu'il a tendance à perturber les changements climatiques, qui existent de toute façon, mais il les amplifie ou il les modifie. Donc ici, le facteur limitant, ce n'est pas tellement la ressource en tant que telle, que les conséquences de son utilisation. Maintenant, si on revient à la ressource, et évidemment que l'humanité a fait ce qu'on fait toujours, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on a cueilli les fruits sur les branches basses de l'arbre, les low-hanging fruits. Donc on a commencé à s'attaquer aux gisements de pétrole où il y en avait le plus, de relativement aisément accessibles. Mais plus le temps passe, évidemment, plus il s'agit d'aller chercher du pétrole là où on n'avait pas encore eu l'idée, on n'avait pas eu besoin d'aller le chercher, soit dans les profondeurs du plancher sous-marin, soit sur des très hautes latitudes, dans la région arctique, voire antarctique.
Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, on doit aller rechercher de la ressource qui est difficile d'accès. Donc ça veut dire qu'il va falloir dépenser de plus en plus d'énergie pour extraire une unité d'énergie, par exemple un baril de pétrole. Alors, un exemple qu'on peut donner, c'est qu'au moment de la mise en service des grands champs pétrolifères saoudiens, dans les années 1930, typiquement, il fallait investir en énergie un baril de pétrole pour en récupérer 100. Maintenant, on est plutôt autour de 1 pour 10. Donc on doit toujours investir un baril de pétrole, mais on va plutôt en récupérer 10, parce c'est plus compliqué d'aller le chercher, il faut dépenser plus d'énergie. Alors évidemment, on voit tout de suite qu'il y a une limite qui est celle à partir de laquelle on devrait dépenser autant d'énergie, voire plus d'énergie pour la récupérer. Évidemment, à ce moment-là, ça ne fait plus sens. Mais quand on prend du pétrole non conventionnel, comme celui qui est dans les sables bitumineux du Canada, on n'est pas beaucoup au-dessus de 1,3, 1,5. Donc on a un gain énergétique, mais qui est très très faible. Autrement dit, ça veut dire que du point de vue de la ressource, on voit que ce qui va être limitant bien avant qu'on n'ait plus de pétrole, parce que du pétrole en réalité, comme du charbon, il y en a encore beaucoup plus, ou du gaz naturel, en quantité absolue sur la planète, il y en a probablement bien plus que ce que l'humanité arriverait à consommer. En revanche, le coût d'accès à cette énergie, suivant comment elle est distribuée dans la croûte terrestre, peut augmenter de manière telle que ça ne devient tout simplement plus raisonnable, et du point de vue du coût économique, et évidemment du point de vue du coût énergétique, d'aller le chercher. Ça veut donc dire qu'on ne sera jamais dans une situation où tout d'un coup, du jour au lendemain, on dira « il n'y en a plus ». Comme quand on a un gâteau sur la table et puis on a fini de le manger, puis on dit « il n'y en a plus ». La question ne se pose pas du tout dans ces termes, en ce qui concerne les ressources naturelles. Ou ce qui compte, c'est plutôt cette double contrainte qui est d'une part la contrainte des conséquences de l'utilisation, lesquelles conséquences peuvent parfaitement être modérées. Par exemple, on peut très bien avoir des systèmes qui feraient que les voitures émettent encore moins de gaz polluants, ou des systèmes où on peut capter le CO2 à la sortie. Alors des moteurs de voiture, ça serait difficile, mais à la sortie des centrales à charbon, des centrales à gaz, de toutes les usines qui produisent du gaz à effet de serre, on peut très bien imaginer capter ce CO2 et donc aller le stocker quelque part, ou même, ce qui serait encore mieux, le valoriser. Ce qui fait que du coup, le verrou qui nous a imposé par les conséquences néfastes de son utilisation serait déplacé. L'humanité a sans arrêt avancé comme ça, en faisant sauter des verrous qui, à un moment donné, sont limitants. Maintenant, du point de vue de la ressource, on voit bien, plus le temps passe, que ce n'est pas du tout une question au sens où tout d'un coup il n'y en a plus, c'est qu'il y en a encore beaucoup, certainement, mais c'est l'accessibilité de la ressource qui est en jeu. À la fois son accessibilité physique, et puis évidemment son accessibilité pour des raisons politiques, géostratégiques, qui font que soit la ressource se trouve dans des pays où c'est très délicat, soit que la population locale ne veut simplement pas qu'on extrait la ressource, comme on le voit en Europe avec le gaz de schiste, par exemple. Donc il faut vraiment se libérer de cette idée qu'on a un problème de ressources au sens où on va en manquer physiquement. Le problème se pose différemment. Il y a un problème, mais il est de nature différente. Et il est aussi susceptible d'être plus ou moins résolu, ou contourné en tout cas, par l'ingénuité humaine. C'est une question qui est un peu délicate parce qu'elle est au cœur de perceptions souvent très idéologiques ou politiquement très marquées. Et ce n'est pas facile d'avoir une approche, je dirais, à tête reposée d'une question comme celle-là. Si on remet ça dans une perspective historique longue, il me semble qu'on peut dire que le système industriel est ridiculement jeune. Qu'est-ce que c'est que 200 ans de l'essor d'un système économique comparé à tant d'autres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient là, qui ont culminé, que ça a duré des millénaires. Donc, même s'il y a une perception aujourd'hui, souvent en Europe surtout, très critique, voire catastrophiste sur le système industriel, j'ai une vision beaucoup plus placide, je dirais, ou j'aurais tendance à dire, malgré tout, d'abord, le système industriel a apporté quand même un niveau de prospérité, de confort de vie, qui, quand même, il faut le reconnaître, même si ce n'est pas parfait, est assez remarquable. Et par ailleurs, on peut quand même dire qu'une majeure partie de l'humanité n'aspire qu'à une chose, c'est d'avoir un niveau de vie
de ce type-là. On n'a pas d'exemple, à ma connaissance, de pays qui n'ait pas passé par la phase de l'industrialisation pour atteindre un niveau de vie comparable à celui qu'on a aujourd'hui. Dans ce qu'on appelle les sociétés post-industrielles, mais à mon avis c'est une mauvaise expression, parce qu'en réalité nous sommes dans des sociétés hyper-industrielles. Autrement dit, il y a toujours une base industrielle, simplement la part de la valeur ajoutée est de moins en moins liée directement aux activités industrielles traditionnelles. Donc je pense qu'on peut très bien aussi voir le système industriel comme étant très jeune, comme étant au début d'une aventure. Alors évidemment, il s'agit de s'adapter, c'est le propre de tout système vivant. Il a un certain nombre de défis, dont les défis liés au changement climatique, mais bien d'autres choses. Mais il est tout à fait imaginable que ce soit possible de les contourner et d'une certaine manière de les résoudre ou de réussir à poursuivre l'aventure sans que le système s'effondre. Là où ça devient plus compliqué, c'est la question de savoir en fait que voulons-nous. Alors en Europe, un peu aux États-Unis, on sent clairement qu'il y a toute une partie, en tout cas des gens qui s'expriment, qui en fait voudraient que le système industriel disparaisse. Ça ne veut pas dire que si on ne voulait pas, il n'allait pas continuer. Il pourrait continuer, à mon avis, mais c'est deux choses différentes de savoir est-ce que ce système a une capacité à perdurer ou est-ce qu'on veut, pour des raisons X, Y ou Z, que ce système ne perturbe pas. Ce qui est quand même deux choses assez différentes. Personnellement, je serais quand même plutôt d'avis que le système industriel perdure, avec des réaménagements nécessaires, comme n'importe quel système complexe en évolution. Mais je pense de plus en plus que les facteurs limitants pour l'avenir de la société industrielle ne sont pas des questions de ressources ni même de pollution, parce que ça, je pense qu'avec un peu d'ingénuité et de volonté, on peut parfaitement les résoudre. Mais c'est plutôt des enjeux sociaux, sociopolitiques ou socio-psychologiques, qui fait que les gens ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font, par exemple. Et de plus en plus, ils ont l'impression qu'ils ne le trouvent pas dans la manière dont est organisé le monde du travail aujourd'hui. Ou dans le fait que, comme vous le disiez justement, la richesse est extrêmement mal répartie. Et qu'il y a des sociétés où c'est parfaitement bien accepté, beaucoup de sociétés, pas les moindres, la société indienne, par exemple, qui vit sur l'idée de l'inégalité et qui, même si elle essaye de réduire un peu ces inégalités, admet ça comme un fait social. Beaucoup d'autres sociétés qui ne supportent pas l'inégalité. Toujours est-il que ces inégalités sont criantes, elles ont même tendance à augmenter. Donc c'est peut-être plutôt des paramètres de cette nature qui sont susceptibles de vraiment compromettre l'avenir du système industriel, plus que des enjeux de type matière-énergie ou pollution, qui évidemment sont tout à fait sérieux, mais qui seraient, à mon avis, parfaitement solubles si on se donne les moyens d'y arriver. C'est justement une des grandes caractéristiques du système industriel, c'est qu'il a provoqué une mobilité absolument inédite. Alors l'humanité, ça fait très très longtemps qu'elle a soif de voyage, qu'elle a soif de bouger, et les gens et les objets. Le commerce international n'est certainement pas une invention du système industriel, ça c'est aussi vieux que l'humanité. En revanche, de nouveau, on est à des ordres de grandeur au-dessus de tout ce qu'on a eu avant, cette abondance énergétique qui a rendu ça possible. Et ce qu'on constate, c'est que, notamment pour le transport des gens, il y a une soif de voyage qui, pour le moment, a l'air encore inextinguible. C'est-à-dire que, manifestement, plus l'offre de déplacement, l'offre de mobilité s'agrandit, plus on voit bien que les gens voyagent. Ce qui est quand même frappant dans l'augmentation de la mobilité spectaculaire et qui est en train de se passer là sous nos yeux à l'échelle de la population mondiale, c'est la tendance croissante à la mobilité de type qu'on appelle de loisirs, avec si possible même une certaine réduction de la mobilité professionnelle. Finalement, les gens n'aiment pas forcément beaucoup trop voyager pour des raisons professionnelles. En revanche, on voit que la mobilité de loisirs, et ça devient de plus en plus difficile de distinguer du reste entre loisirs et travail pour toute une série de professions, on voit qu'on ne voit pas la limite. Et quand on regarde les projections, par exemple, même de la Suisse à l'horizon 2040, on voit que même dans un pays où les gens sont extrêmement mobiles comme en Suisse, il y a toujours manifestement
une demande de mobilité qui va continuer à augmenter. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que c'est une mobilité pour le plaisir de la mobilité, en bonne partie. Ce n'est pas une mobilité utilitaire parce qu'on est obligé de bouger, parce qu'il faut aller. Celle-là, elle reste toujours, mais elle a tendance plutôt à se stabiliser, à l'exception de certaines offres, comme par exemple le TGV en France, ou des trains très rapides, dont on voit qu'ils induisent une mobilité, une très grande mobilité professionnelle. Mais pour le reste, ce qui est vraiment l'élément qui me semble frappant, c'est que le coût de l'énergie étant tellement bas, donc le coût du transport est devenu absolument marginal, et donc du coup, il y a une soif de mobilité pour le plaisir d'aller voir ailleurs qui continue à se développer. Alors maintenant, il y a toute la question des marchandises. Alors là, il y a peut-être des évolutions qui pourraient changer fondamentalement. Parce qu'en principe, alors, contrairement aux humains, quand on transporte des marchandises, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas pour le plaisir de transporter des marchandises. C'est parce qu'il y a une rationalité économique stricte derrière. Alors d'abord, les impacts environnementaux du transport de marchandises, manifestement, sont en train de diminuer. Parce que le système des transports est tellement efficace sur les grandes distances. Et là, je pense à cette autre grande révolution du système industriel du XXe siècle, qui est l'invention du conteneur, qui a complètement bouleversé le trafic mondial des marchandises. On est aujourd'hui à environ 17 000 grands conteneurs sur un seul bateau. Ça veut donc dire que la consommation d'énergie par kilo de matière transportée, une fois que c'est sur un bateau, chute, ça devient absolument marginal. Par ailleurs, avec les progrès dans les nouveaux moteurs de ces grands bateaux, la possibilité qu'ils soient complétés par différentes autres technologies, que ce soit de la propulsion électrique, voire même parfois, même si ça peut avoir l'air anecdotique, mais il y a un système qui permet de mettre des voiles sur des très grands paquebots, sur des cargos. Bref, il y a toute une série d'innovations techniques qui font que les impacts environnementaux du transport, notamment maritime, de marchandises, est en train de diminuer. La question, c'est plutôt les impacts environnementaux des infrastructures qu'il faut construire, surtout, là je parle évidemment des infrastructures terrestres, pas tellement maritimes. Donc le coût environnemental des transports, grâce aux progrès techniques, on sait qu'il peut diminuer. En revanche, ce qui se prépare, c'est peut-être d'autres choses, des innovations disruptives, comme on dit, comme par exemple des techniques de production industrielle totalement décentralisées. Si on prend tout ce qui se dit aujourd'hui sur l'impression en 3 dimensions, où il y a toute une série d'objets qui pourraient être en fait fabriqués n'importe où, y compris dans votre salon ou dans votre cuisine, ou dans des centres tout à fait locaux. Donc ce qui devrait encore voyager, c'est la matière première, qui peut être par exemple du plastique en granulat, ou même de la poudre métallique. Et donc ça, du coup, il y aurait beaucoup moins d'objets à transporter, si effectivement ça se fait. Donc là, il y a déjà des réflexions qui se font depuis quelques années, où ça induirait une recomposition intégrale du système, de la base de production, de la base productive du système industriel, qui aujourd'hui est encore concentrée, qui est concentrée dans des zones spécifiques qu'on appelle des zones industrielles, qui se trouvent surtout en Chine, enfin en Asie en général, principalement, et dans quelques autres pays, surtout en développement. Du coup, ça remettrait complètement en cause la question du transport de marchandises. Si effectivement une technologie comme celle-là prenait de l'ampleur. Pas sûr, mais enfin, on voit bien que le transport de marchandises pourrait être profondément bouleversé par rapport à des développements technologiques tels que celui-ci. Il resterait naturellement tout à transporter, tous les minerais, puisque la population mondiale continue d'augmenter, donc il y a toujours encore beaucoup de minerais à extraire et à transporter jusque là où on en a besoin. Mais enfin, pour dire que les transports de marchandises sont toujours en train d'augmenter, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas, puisqu'on a ces possibilités de réorganisation du système industriel qui fait que le système de transport de marchandises pourrait être profondément transformé. En revanche, si en quelque sorte on laisse aller de manière tendancielle la question des transports des humains, c'est-à-dire s'il n'y a pas des contraintes spécifiques qui sont imposées,
je ne vois pas tellement de limites au transport. La question aujourd'hui qui ne se posait pas il y a 50 ans, mais qui est tout à fait d'actualité, c'est quand est-ce qu'on pourra aller dans l'espace de la même manière qu'aujourd'hui on prend un vol transatlantique. Et on va clairement dans cette direction. La première société commerciale créée pour ça, Virgin Galactic, elle a déjà des centaines de réservations avec des billets à 200 000 francs prépayés. Et ce n'est pas tous des illuminés. Et être dans cette situation-là aujourd'hui est certainement beaucoup moins exotique que si on se disait en 1880, un jour on va prendre l'avion facilement pour aller à New York, ce qui semblait encore certainement beaucoup plus hors de portée. Donc si on pousse à l'extrême, en fait c'est tout simplement la logique tendancielle, je ne vois pas tellement de limites au transport et à la mobilité des gens, à ceci près que c'est une mobilité qui est de plus en plus dans la proportion et de plus en plus liée à une sorte de plaisir ou de mobilité de confort, en plus de la mobilité professionnelle plus ou moins obligée. Si on regarde de nouveau dans une vision un peu prospective l'évolution du système agricole, alors le système agricole est probablement la composante du système industriel qui a l'impact négatif le plus fort sur la biosphère. Si on additionne la déforestation, mais qui n'est pas propre au système industriel, la déforestation, ça fait depuis l'invention de l'agriculture. Mais enfin, ça a pris une ampleur de nouveau beaucoup plus considérable dans la société industrielle. La déforestation, la pollution par les engrais phosphoazotés, les pesticides. Si on cumule tout ça, il est probable que, vu l'ampleur, l'échelle à laquelle l'agriculture se pratique, c'est la composante du système industriel qui a l'impact négatif le plus considérable. Par ailleurs, c'est aussi une activité qui consomme beaucoup de ressources, et notamment de ressources fossiles, puisqu'on utilise le gaz naturel, les ressources fossiles, pour faire les engrais, qui sont le fondement de notre système alimentaire. Donc, il y a quand même un constat pour reconnaître que le système agro-industriel sous sa forme actuelle n'est clairement pas durable à terme. Maintenant, il y a toute une série de pistes qu'on peut explorer et qui commencent à être mises en œuvre, tout un éventail, depuis des remises à jour ou des remises à niveau de techniques agricoles traditionnelles, l'agroforesterie traditionnelle pratiquée par exemple par des populations indigènes dans différentes régions du monde, la permaculture, l'agriculture bio, mais enfin, ce n'est pas dit que tout ça, ça suffise à nourrir une population de 9, 10, 12 milliards d'habitants d'ici quelques décennies. Mais c'est certainement une des pistes qui se caractérise aussi par le fait qu'elle essaye de restreindre le transport, notamment le transport des intrants, mais aussi du produit lui-même, puisque l'idée c'est de faire des circuits courts, de limiter les transports des produits agricoles, même si quand on fait le bilan total énergétique mondial, on voit que la quantité d'énergie pour transporter les aliments est relativement faible. Ce n'est vraiment pas quelque chose de structurant. Maintenant, l'autre grande option pour l'agriculture, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture urbaine. C'est un des domaines les plus foisonnants, notamment en Europe. C'est un des secteurs où il y a le plus de start-up qui se créent depuis une dizaine d'années. Mais derrière l'idée d'agriculture urbaine, il y a une autre idée plus fondamentale qui est en train de prendre forme. L'humanité, elle fait de l'agriculture depuis à peu près 10 000 ans en deux dimensions. En gros, elle consomme de la surface de sol. Et très souvent, en plus, elle abîme le sol. Ça, c'est la caractéristique de l'agriculture industrielle moderne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à faire de l'agriculture en trois dimensions? C'est-à-dire de l'agriculture dans un milieu confiné qu'on fait sur plusieurs étages. Alors ce qui est important ici, c'est l'idée qu'on est en milieu confiné. Parce que qui dit milieu confiné, ce qui n'empêche pas certains échanges avec l'extérieur, dit recyclage à peu près intégral des nutriments, efficacité énergétique considérable, évidemment contrôle de tout ce qui est insectes nuisibles, puisqu'on n'a presque plus besoin de pesticides, ou beaucoup moins, puisqu'on travaille en atmosphère et en conditions complètement contrôlées, parfois en pleine terre, mais l'idée, ça serait surtout de le faire en aquaponie ou même en aéroponie, c'est-à-dire les plantes sont suspendues et c'est les racines qui sont aspergées par des sprays de solutions nutritives qui dégoulinent et qui sont recyclées et réutilisées. Il y a une start-up très efficace qui fait ça près d'Yverdon.
Et eux, par exemple, peuvent produire des salades en consommant à peu près 35 fois moins de surface de sol que l'agriculture traditionnelle. Donc là, de nouveau, avec les développements possibles, alors à grande échelle, donc on peut imaginer des bâtiments entiers où on cultive des légumes, on peut même imaginer de l'élevage, évidemment de la volaille, etc. Des bâtiments entiers où on a cette agriculture qui consomme beaucoup moins d'énergie et d'intrants que les méthodes d'agriculture traditionnelles. Certainement que tous les systèmes vont continuer à coexister. On peut très bien avoir de l'agriculture bio, de la permaculture dans certaines régions, mais par ailleurs, dans les métropoles, on aurait de l'agriculture urbaine. Mais alors, là, je ne parle pas du petit potager qu'on a à côté des immeubles, ce qui est aussi très très bien, tout à fait imaginable, mais je parle de grandes structures de production de nourriture au cœur des villes. Et comme elles émettent de la chaleur, eh bien, cette chaleur est récupérée pour être utilisée par les habitations aux alentours. Comme les habitations aux alentours, ben, les gens mangent et donc vont aux toilettes. Donc en fait, ce qu'ils font dans les toilettes, c'est de générer de l'engrais qui lui-même serait récupéré et utilisable dans ces fermes verticales. Donc on voit qu'on a toute une série de possibilités, d'idées qui sont en train d'être plus qu'explorées, qui sont en train d'être testées dans des pilotes, qui font que le système de nourriture est certainement au bord d'une restructuration majeure. Une des caractéristiques de la culture moderne en Occident, c'est une certaine forme de catastrophisme. Alors ça, ce n'est pas propre à la culture industrielle, parce que l'Occident en connaît un bout sur l'apocalypse et la notion de catastrophe. Et très régulièrement, il y a eu des périodes dans l'histoire, ne serait-ce que dans l'histoire de l'Occident, où on voit arriver, pour des raisons qui souvent sont plus de nature socio-culturelle, des phases où il y a des visions apocalyptiques. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase de cette nature, où il y a une vision catastrophiste liée, alors aujourd'hui on le lie beaucoup aux questions d'environnement, il y a quelques siècles on l'aurait lié à la dégradation des mœurs par exemple, mais aujourd'hui c'est beaucoup autour des questions d'environnement. Ce qui me frappe dans ces discours, c'est que la plupart du temps, ils sont tout simplement mal informés, factuellement. Ils sont tenus par des gens qui sont certainement très intelligents, mais qui, la plupart du temps, n'ont pas de formation scientifique de base pour comprendre vraiment les enjeux énergétiques ou les enjeux matériels. Donc c'est plus des prises de position de nature théologique, philosophique ou quasiment religieuse que des éléments factuels. Donc en tant que tel, c'est tout à fait respectable. Mais en revanche, il ne faut pas faire prendre des vessies pour des lanternes. Je veux donc dire par là que je pense qu'une bonne partie du discours catastrophiste sur l'environnement aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité des problèmes d'environnement. C'est une manière d'instrumentaliser les problèmes d'environnement qui sont réels. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'ils n'existent pas. Je dis qu'ils existent, que très souvent on a tendance à surpondérer certains problèmes environnementaux par rapport à d'autres. Par exemple, je pense que la question de gaz à effet de serre, on lui donne trop d'importance par rapport au fait que la pollution atmosphérique traditionnelle tue des millions de gens par année sur la planète et que ça doit plutôt être ça la priorité. Donc, que c'est une approche qui est souvent mal informée, mais en revanche qui instrumentalise la problématique environnementale parce que c'est celle-là en ce moment qui est à la mode, parce qu'on est confronté effectivement à des problèmes environnementaux. Mais si on regarde d'un peu près l'argumentaire, je pense qu'ils ne sont pas vraiment solides. Donc, je n'ai pas d'inquiétude particulièrement grave par rapport aux questions d'environnement. Il faut les prendre au sérieux, mais je pense qu'on n'a du reste jamais eu autant les moyens intellectuels, techniques, économiques, financiers de s'y attaquer. Là où en revanche je serais plus inquiet, c'est sur l'évolution que je qualifierais de socio-économique, tout ce qui tourne autour du ressenti d'injustice par les gens, soit parce qu'ils ont l'impression d'être dans un système absurde, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans un système injuste, où il y a une petite clique qui s'enrichit sans rien partager. Et je pense que c'est plutôt là qu'on a des défis. Et j'irais même jusqu'à penser que très souvent, le discours alarmiste sur l'environnement est une sorte de stratégie d'évitement.
pour éviter de parler des sujets vraiment dangereux et des sujets qui fâchent vraiment, comme par exemple les inégalités sociales qui ont tendance à se creuser. D'une certaine manière, c'est plus inoffensif de faire peur aux gens avec par exemple les changements climatiques. Il y a encore une autre lecture possible de tout ça, alors là qui vient vraiment des sciences humaines, notamment des travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité, c'est cette idée que toute la thématique environnementale, c'est peut-être une des figures modernes de la soumission, de la manière de faire obéir les gens. On l'a fait pendant des siècles et des siècles en leur expliquant que le diable les attendait, que l'enfer les attendait. Bref, c'est le management par la peur, c'est connu depuis longtemps. Et clairement, les questions environnementales ont été instrumentalisées à cette fin-là. Donc, les questions environnementales, elles existent, elles sont sérieuses, elles ont toujours été le lot de l'humanité. Elles ont pris une ampleur absolument inédite à la proportion des avantages apportés par le système industriel. Mais on voit bien qu'on a tous les éléments en main si on veut essayer de les résoudre. Mais ce qui vient vraiment brouiller toute la situation, c'est que cette problématique environnementale est très souvent instrumentalisée à d'autres fins qui sont des fins de nature politique, idéologique, voire parfois économique, et qui fait que souvent c'est difficile d'y voir clair. Ça dépend de ce qu'on entend par écologiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision écologique, c'est-à-dire qui est celle qui est basée sur la compréhension du fonctionnement des systèmes vivants. Si on entend par écologiste une idéologie qui est quand même très souvent fondamentalement une idéologie anti-développement, je ne crois pas du tout que c'est une approche qui cherche vraiment des solutions. Donc une approche écologique au sens de la compréhension du système vivant, qui peut même nous inciter à nous en inspirer du reste pour trouver des solutions, c'est par définition une approche qui cherche sans arrêt des solutions, puisqu'on est dans un système en permanence en évolution qui doit résoudre des nouveaux défis. Mais on n'a pas pour autant besoin d'être dans une posture d'écologisme en tant qu'idéologie catastrophiste, qui elle, en fait, même, est souvent opposée à des solutions. Je peux vous donner un exemple très précis. J'ai travaillé comme consultant pour la Convention sur le climat. J'ai fait partie de la première génération de consultants au moment où la Convention sur le climat a été mise en œuvre dans les pays. Après quelques jours, j'ai très vite réalisé que tout ce processus de Convention sur le climat, ça allait faire travailler beaucoup de gens, ça allait faire plaisir à beaucoup d'ONG, mais manifestement, ça ne peut pas véritablement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'en suis venu à penser qu'une des options les plus intéressantes, je n'ai pas dit la seule, mais une des options les plus intéressantes, c'est en fait de faire la même chose que ce qu'ont inventé les végétaux il y a quelques centaines de milliers d'années, c'est-à-dire d'utiliser leurs propres déchets, donc le CO2, comme ressource. Ils ont inventé la photosynthèse, où on utilise l'énergie renouvelable, entre guillemets renouvelable, solaire, pour extraire le CO2 qui provient de leurs propres déchets et refaire de la nourriture. Autrement dit, ça veut dire qu'on peut très bien, à grande échelle, capter le CO2 en attendant qu'on arrive petit à petit à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais ça va prendre probablement beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et donc une solution qui est tout à fait envisageable, c'est de capter ce CO2 à grande échelle, soit de le stocker, mais ce qui serait encore beaucoup plus intéressant, c'est d'en faire des produits à valeur ajoutée. Eh bien, beaucoup d'écologistes, par exemple, ne veulent pas entendre parler de ce genre de solution, parce que du coup, ça déculpabilise les gens. C'est une approche, on dit on a un problème, eh bien, essayons de le résoudre, au lieu d'utiliser le problème pour exercer une influence sur les gens. Parce qu'on veut qu'ils se comportent comme ceci ou comme cela. On veut qu'ils se sentent coupables de prendre l'avion. On veut qu'ils se sentent coupables de prendre la voiture. Alors évidemment qu'il s'agit d'être raisonnable, il ne s'agit pas de dire qu'il faut prendre l'avion pour un oui ou pour un non. Mais ce que ça veut dire, c'est que le développement des solutions n'est pas du tout un propre d'une position écologiste.